Bon, moi je veux avoir ton avis sur les forêts comestibles. Bah, j'allais dire, ça dépend de ton type de sol. Parce que l'idée du jardin forêt comestible, c'est que ton sol forestier, l'objectif c'est de transformer ton sol ou de ne pas trop le modifier pour qu'il ressemble à un sol forestier. Mais il faut du coup que ce sol forestier reste compatible avec la culture de légumes. Là, par exemple. Et on peut concilier les deux du coup? Bah, dans ton contexte, non. Parce que ton sol. J'aurais jamais de forêt comestible. Ça peut être compliqué parce que la tendance naturelle de ton sol, la succession écologique, fait qu'il devient peu propice à la culture légumière. S'il devient propice à du sol forestier, on va dire. Il va devenir beaucoup plus acide, avec un niveau de matière organique plus important en surface, plus faible à l'intérieur. Et voilà, donc tu auras vite un moment donné où les deux seront incompatibles. Tu auras peut-être un moment où ce sera ni trop bien pour les légumes, ni assez bien pour les arbres, mais tu n'auras jamais l'excellence des deux. Tu fais redescendre trop de gens là. Dans ton contexte. Alors après, voilà. Donc il y a des endroits où c'est possible là. Il y a des endroits où si tu as un sol profond, limoneux, sableux, avec une part d'argile quand même assez conséquente, je vais dire entre 15 et 20%, d'une manière à avoir une fourniture en nutriments importante. La seule contrainte que tu pourras avoir, c'est l'accès à la lumière. Si tes légumes n'ont pas assez de lumière, ils ne vont pas pousser. Mais tu peux tout à fait avoir des espèces forestières qui poussent et du légume. Mais c'est vraiment dépendant de ce que ton sol peut fournir. S'il est capable de nourrir les deux, bien. D'accord. Et la syntropie et l'électroculture aussi. Alors, moi je suis agronome, donc j'ai une discipline scientifique. Sur le reste, je ne me prononce pas. Ok, merci. Donc nous voici dehors, maintenant nous allons procéder aux mesures s'il vous plaît. Alors vas-y Quentin, tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu vas faire et quels outils tu vas utiliser, tout ça quoi. L'idée là c'est de commencer par un test bêche. C'est des formations professionnelles, on va dire l'école dans laquelle j'ai été formé, on fonctionne bien avec le test bêche parce que c'est l'école qui l'a développé. D'accord. Donc c'est un test qui a l'avantage d'être rapide, de rapidement avoir les principales caractéristiques d'un sol. D'accord. Donc déjà, avant de planter le premier coup de bêche, moi ce que j'aime bien faire, et ce que je conseille si des gens veulent regarder un terrain ou ont des vues sur un terrain, c'est un principe de permaculture il me semble, mais... Tu vas nous sortir l'observation. L'observation, exactement. Combien d'années? Non, un coup d'œil. Ah, ouais, putain, mais c'est rapide toi, c'est version fast food. Moi c'est efficace. Non, c'est déjà de voir le terrain, déjà dans quelle région il se situe. Donc par exemple ici, contrefort du Massif central, on va être sur une roche-mère granit gneiss, classique. Donc des roches qui ne sont pas calcaires, des roches qui sont friables avec l'action du temps. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un sol, c'est d'abord une altération géologique d'une roche-mère par des processus physiques ou biologiques. Donc c'est vraiment extrêmement dépendant de la roche que tu as dessous, les caractéristiques de ton sol. D'accord. Donc on va dire que vu le contexte, tu n'es pas en fond de vallon. Donc tu ne vas pas être sur ce qu'on appelle, alors les termes un peu techniques, c'est un colluviosol, c'est-à-dire un sol issu de la récupération de tout ce qui va être ruissellement de limon ou d'éboulement. D'accord. Donc un sol qui va être en général profond, avec une cinquantaine de centimètres, avec beaucoup de cailloux. Là, on regarde, tu as de la pente, tu es plutôt en haut de montagne, donc tu vas plutôt être sur un... Tout dépend si tu as du schiste ou pas en dessous, mais tu vas être plutôt sur ce qu'on appelle un alticrosol ou un podzosol. Les termes sont techniques, mais en fait, l'alticrosol, c'est du granit, du gneiss qui se sont dégradés et qui ont fait une structure très homogène sur les 35 premiers centimètres. Et le podzosol, c'est que tu as du schiste dessous, et donc tu as une couche très blanche. Alors, je ne sais pas si tu l'as déjà constaté, tu vas avoir une première couche noire et en dessous une couche blanche. Donc on va le regarder au test bêche. Alors oui, c'est vrai que nous en creusant, moi j'appelle ça le gore. Alors je sais pas si je m'en sers justement pour remblayer mes chemins. Ça fait une espèce de sable granit un peu orange si tu veux, qui quand il est compressé, ça devient dur, mais laisse tomber quoi. Et là t'es pas du tout sur du podzosol, t'es sur de l'alticrosol. T'as pas de schiste dans le dessous. Déjà. Donc ça veut dire que t'es sur un sol qui est moins humifère qu'un podzosol, donc il y a moins de nutriments. On peut classer ça dans la catégorie de ce qu'on appelle les sols fragiles. D'accord. C'est-à-dire des sols à manipuler avec beaucoup de précautions parce qu'ils sont très... C'est fait pour moi, quoi. Hein?
Et ils sont très fugaces, ils peuvent rapidement disparaître. Enfin, la couche biologique de ce sol peut très vite s'en aller. D'accord. Donc c'est vraiment très à manipuler précautionneusement. Et puis tu es sur une altération assez jeune. Enfin, tu es quand même sur un sol, alors on classe les sols en fonction de leur évolution, plus la roche est altérée ou pas. Là tu es quand même sur des sols avec une roche altérée, donc plus simple à cultiver. Tu n'es pas dans de la caillasse. Ouais. Mais par contre, tu es quand même sur quelque chose qui va être peu argileux et qui du coup va être facilement acidifiable, va s'acidifier très vite. Okay. Donc on peut commencer, donc voilà, en gros, ça c'est les aspects positionnement du sol dans la géographie, etc. Et après tu commences par un coup de bêche, donc déjà on voit que le sol a été travaillé. Et après le coup de bêche, c'est pas compliqué, hein, c'est d'essayer de faire une motte. Le test bêche, c'est ça. Faire en gros une grosse motte. Ok. Sortir. Et là, on peut voir, forcément, il a plu, il y a de la neige, donc c'est très mouillé. Donc on va pas forcément pouvoir voir tout ce qu'on aimerait voir, mais l'idée c'est de voir à quel point tu as une structure de ton sol. Donc je parlais de texture, structure, donc c'est à quel point ton sol se tient. Donc là, c'est un peu faussé par le fait qu'il est gorgé d'eau, mais on va voir à quel point il se délite. Donc si tu as un sol qui se délite rapidement, c'est signe que tu n'as pas cette colle microbienne, parce que du coup, tu n'es pas en présence d'argile dans ce type de sol. Ça se confirme par l'examen. Hein. Tu n'as pas d'argile du tout. Tu as à moins de 10% là. Ça se tient pas. Et tu vois, tu as cette... Donc là, la tenue de ton sol, la tenue de ton humus, c'est uniquement lié à une colle bactérienne. L'agrégat que je parlais tout à l'heure, c'est ce qu'on voit, c'est les agrégats en général, ils ont la taille d'un grain de couscous à peu près, un grain de semoule. Donc on peut les voir avec une petite loupe. Voilà, là tu as classiquement un agrégat, alors je ne sais pas si on va bien pouvoir le voir. Mais voilà, classiquement c'est ce genre d'agrégat, donc c'est des particules de matière organique qui sont collées par du mucus. Donc ça c'est typiquement ça qui contient les nutriments dont tes plantes vont profiter, mais qui se dégradent très vite dès lors que tu n'as plus de vie microbienne et que tu as des méthodes de culture qui, entre guillemets, vont épuiser le sol et avoir tendance à l'acidifier. D'accord. Je sais pas si c'est clair dans ce que je raconte. Donc voilà, on voit, je suis pas surpris qu'on est quand même sur une texture très sableuse, très souple, très légère. Bon, pour ça c'est beaucoup plus dense parce qu'il y a le couvert racinaire, mais il y a aussi l'eau. Donc on va voir, mais c'est quand même pas détrempé quoi. Dire pour selon qu'il a plu hier il a plu très fort. Là on a eu 15 cm de neige ce matin, dans la nuit qui a fondu au cours de la journée là. Par contre tu vois, on voit pas beaucoup de vers de terre dans cette terre. Pourtant il y a eu apport de fumier, des choses comme ça, mais là on constate pas, je sais pas, après je sais pas comment est-ce qu'on calcule une population de vers de terre, mais en tout cas dans cette motte on n'a pas l'air d'en voir quoi. Alors pour faire le test vers de terre, c'est un test qui se fait sur une surface de 1 mètre carré. Et tu dilues un pot de moutarde dans 2 litres d'eau que tu asperges à la surface de ton mètre carré. Et du coup, ça a un effet répulsif sur le ver de terre, la moutarde, et ça va le faire remonter. Ah ouais, d'accord. Et donc tu peux avoir on peut faire ça dans des sols, on va dire entre guillemets, pour identifier la population en ver de terre. Mais là où le problème peut venir, alors tu vas dire que je ramène tout à ça, mais c'est peut-être une acidité. D'accord, du sol. D'où l'importance de pouvoir la contrôler. Alors là, comme on disait un peu en aparté, avec la pluie qu'il y a eu, ça n'a pas grand intérêt de faire le test pH maintenant parce que l'eau va avoir trop tamponné l'acidité éventuelle de ton sol, donc on ne la verra pas beaucoup. Mais il faut savoir qu'en gros, le granit et le gneiss ont la particularité en se dégradant de relarguer beaucoup d'acide. Donc c'est déjà des sols qui ont tendance à être très acides. Et en plus, vu que c'est des sols sableux qui se réchauffent vite, si tu les travailles, tu stimules la vie microbienne. Et la vie microbienne, en vivant, tout simplement, émet du gaz carbonique, qui est un acide, qui vient rajouter de l'acidité encore plus dans le sol. D'accord. Donc tu as un phénomène d'un sol qui tend à descendre jusqu'à 4 de pH facilement. Et donc en solution, pour absorber ça, tu proposais éventuellement un cholage annuel. C'est ça. Alors en fait, le cholage, c'est de venir apporter du calcaire.
Le principe c'est ça, alors sous différentes formes, soit sous la forme chaud, donc qui est une forme agressive. Enfin moi c'est pas ce que je préconise, hein. Dans l'école où j'ai été formé on n'était pas trop partisan du chaulage à la chaux, mais par contre tu peux apporter du calcaire. Alors tu as soit des calcaires dits magnésiens qui apportent aussi du magnésium, mais ça a pas vraiment, c'est cher et ça n'a pas vraiment d'intérêt si tu manques pas de magnésium. Mais par contre sous forme brute, là c'est pertinent d'apporter du calcaire. Alors sur une texture, on va dire, pour corriger, l'idéal pour une culture maraîchère, c'est de se situer entre 6 et 7. Donc d'être légèrement acide. Donc pour grimper d'un point de pH, je te donne un peu des ordres d'idée, mais pour grimper d'un point de pH en sol sableux, il va falloir, en fait, la texture de ton sol va jouer sur son pouvoir tampon. Plus tu as un sol capable de stocker de l'eau, plus ça va être compliqué de combattre son acidité parce qu'il va avoir un gros pouvoir tampon. Donc plus tu as une texture sableuse, moins il stocke d'eau, moins ton pouvoir tampon est important. Donc pour remonter d'un point de pH, en clair, pour remonter d'un point de pH dans une structure sableuse, tu dois apporter entre 1 à 2 tonnes d'équivalent calcium, donc de calcaire, par hectare. Par hectare, ok. Alors que si tu es en texture argileuse, c'est plutôt 3 à 5 pour remonter d'un point de pH. Donc si tu es à 4, il faut que tu apportes 4 tonnes de calcaire par hectare en sol sableux. Il faut que tu en apportes 10 en sol argileux. Ouais, d'accord, ok. Voilà. Et plutôt privilégié sur sol fragile des formes crues de calcaire plutôt que des formes cuites. Ok. Voilà, c'est dans ce que tu achètes. Et aussi, tu peux l'avoir sous plusieurs formes, sous forme poudre, sous forme liquide ou sous forme... enfin, tu as des criblages différents. Tu as du 0,2, du 0,4. Et donc, du coup, plutôt tendance, selon comment tu raisonnes ton chaulage, soit tu le raisonnes en annuel. Donc là, il faut plutôt s'orienter sur des éléments fins. Soit si tu le raisonnes, et ce que moi je préconise en général, c'est plutôt à l'échelle de 4 à 5 ans. D'accord. De faire un rattrapage de chaulage tous les 4 à 5 ans. Et du coup, là, d'apporter du grossier. D'accord, du ça va être calcaire plus grossier. progressif quoi. C'est ça, la libération elle est un peu plus progressive et ça a l'avantage aussi d'être plus simple à la mise en œuvre. Et après dans les conditions au moment du chaulage, c'est vraiment de ne pas faire d'apport d'engrais au même moment, de ne pas faire suivre le chaulage d'une culture sensible, donc la patate clairement il faut éviter. Ok. Et puis de l'incorporer le plus vite, enfin le plus rapidement possible derrière le fait que tu l'aies épandu. Travailler ton sol. Voilà, avec une fraise okay. À une dizaine de centimètres de profondeur. D'accord, ok, voilà. très bien, ok. Donc ça permet, en venant corriger l'acidité de ton sol, parce que, on va dire, un sol naturellement en vivant et surtout un sol sableux, il va pas forcément dans la bonne direction. D'accord. En tout cas pour ce qu'on veut. Oui, parce que là, on imagine que ce serait pour faire du maraîchage quoi. Voilà, ouais. Parce que faut se dire que nous donc histoire de casser un peu le côté sacré du sol, le sol, j'espère que ceux qui sont sensibles à ça, faut pas trop, mais le sol est un outil de culture. Donc il faut savoir tirer parti des avantages. Voilà, on a le droit de le toucher, on a le droit de le moduler, on a le droit de le travailler, c'est pas interdit. Mais il faut bien sûr savoir ce qu'on fait et éviter de faire des dégâts et de perdre son sol en lessivage ou en éboulement, etc. Mais les espèces légumières ont été sélectionnées par l'homme. Elles n'existent pas à l'état natif. C'est issu de la sélection humaine, du travail humain, d'avoir une tomate qui fait des fruits énormes, d'avoir une fraise qui fait des fruits énormes. Donc c'est des espèces qui sont de base gourmandes et un sol qui évolue naturellement ne peut pas fournir forcément selon ce qu'il faut pour des espèces. Pour des espèces qu'on a sélectionnées pour des critères qui ne sont pas des critères d'économie de nutriments quoi. Au contraire, on voulait des choses qui fassent de la production. Donc ça peut être une tendance naturelle de ce sol à aller vers de la forêt de conifères. Oui, bien sûr. Voilà. Donc à s'acidifier, à devenir propice à de la forêt, etc. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est une tendance qui va être favorable à la pousse d'espèces légumières. Oui, bien sûr. Ça peut être nécessaire de le corriger. Et encore une fois, parce que ça peut être injuste, mais c'est comme le patrimoine génétique, tu choisis pas la base de ton sol. Je te dirais pas du tout la même chose si tu étais dans une plaine argilo-calcaire
où là, tu n'as pas du tout de souci d'acidification. Tu peux mettre les espèces que tu veux, rajouter la matière organique que tu veux, tu n'auras aucun problème d'acidification. Là, c'est vraiment propre à la typologie d'ici, du plateau de Massif Central, etc. De ce type de sol, de la roche qui est en dessous, qui contraint à faire ça si tu veux pouvoir faire pousser quelque chose. Donc ouais, donc clairement, si j'avais eu la volonté d'être maraîcher ici, je me serais pas forcément bien arrangé, quoi. Ça me demande de devenir beaucoup plus technicien, on va dire, que si j'avais été dans une région où ça me demandait moins d'intervention avec un sol plus... On va dire quoi, que tu pars pas sur un truc facile, tu pars pas sur la Rolls-Royce des sols. Voilà. Merci. Tu pars sur une Super 5. Ah ouais, c'est cool, l'habitude. Ouais, d'accord, mais ouais, donc clairement, c'est pas le meilleur sol. Voilà, si on avait la volonté de faire une activité, on est sur un sol qui va réclamer, on va dire, une attention particulière, des interventions régulières, un suivi aussi assez particulier, enfin voilà, une exigence un peu plus grande. Voilà. Là, on est classiquement, alors dans les classifications des différents types de sols, là on est typiquement, au vu du contexte, on est dans ce qu'on appelle un sol fragile et un sol pauvre. Tu vois, c'est les adjectifs. On peut faire de la permaculture, c'est bon. Donc c'est-à-dire qu'en fait, fragile parce que c'est un sol qui est à risque de disparaître rapidement. Ouais. Et pauvre parce qu'il a une capacité, mais ça c'est lié aussi à sa réserve utile, ce qu'on appelle la capacité de stockage des nutriments dans le sol. La mise en solution de nutriments dans ce sol se fait peu. Vu qu'il y a beaucoup, il sèche vite, les nutriments partent vite, se stockent peu et restent peu longtemps disponibles au sol. Donc si tu as une grosse pluie, tous les nutriments intéressants sont partis. Donc c'est pour ça qu'on considère ça comme un sol pauvre. Donc ça peut avoir de l'intérêt d'essayer de faire monter les points de matière organique dans ce sol, sachant que tu pars d'une base sableuse, donc tu ne pourras pas non plus faire des miracles. Tu ne pourras pas monter à 12 points de matière organique. Mais déjà, si tu peux monter à 5-6 points, c'est déjà un exploit. Si tu es à 3, c'est bien. Mais donc on peut considérer que tu disais c'était un couvert forestier au départ. Oui, en plus. Donc ça peut être intéressant. Je pense qu'il y a quand même une quantité de matière organique qui est intéressante là-dedans. Par contre, avec ton travail du sol, tu vas pouvoir avoir tendance à la consommer. Du coup, de faire des réapports réguliers, pas forcément que de fumier, mais je vois qu'il y a quand même pas mal de paille dans le fumier que tu apportes, mais d'essayer d'avoir de la matière carbonée, compostée, si possible. Regarde, viens voir, je vais te montrer ce qu'on... Nous, en fait, c'est vraiment la cure en fait, de la stabulation des vaches. Donc, on arrive en fait sur un fumier qui est extrêmement pailleux, tu vois. C'est ça, concrètement, qu'on ramène. Tu vois ? Ok. Voilà. Il est quand même... tu vois ? Il est... Pour ce long, il est quand même bien riche en excréments, quoi. Ouais, quand même. Après, un peu. Là, ça fait combien de temps qu'il est en tas ? Ouais, ça fait bien 3-4 mois, là. Ouais. Donc tu vois, voilà, bon. Il a composté un peu. Donc on est plus tout à fait sur un effet fertilisant. D'accord. Sur ce type de matière. Là, tu vas avoir un effet amendant. Plus que de l'effet fertilisant. On va dire que l'azote consommable, il est un peu parti. Mais tu vas... Donc là, d'où l'idée, si tu as ce genre de matériaux, de privilégier un apport, si tu veux qu'il soit quand même disponible dans l'année, plutôt maintenant, en mars, dans une condition de sol réchauffée, de manière à ce que la vie du sol le dégrade assez vite. D'accord, et que tu retrouves des nutriments rapidement. Ok. Un produit comme ça, tu le mets en automne, t'en vois pas la couleur pour tes cultures. Ok, c'est bon à savoir parce que c'est exactement ce que je faisais et donc non, il faut pas. Par contre, il faut le faire bien avant, enfin juste avant le début de la saison. Tu prends pas de risque parce que tu l'as fait composter, donc il va pas te brûler tes plantules. Par contre, là où ça pourrait être intéressant de l'apporter, c'est s'il était plus pailleux, tu l'apportes plus en amont dans la saison. Et parce que tu as vraiment une vocation amendante, plus que fertilisante. Ok, voilà. Ça marche. D'accord, on va curer 1er et 2 avril. C'est le moment de le mettre là-bas. Et ben celui que tu vas curer, il peut être trop chaud. Voilà. Ok. Alors, revenons-en à nos observations et à nos tests. Donc là, premier test, donc celui de la bêche, celui qu'on vient de faire pour voir un peu la texture, la structure. Là, l'idée, c'est de voir un peu en combien de mottes, normalement, le test bêche, je ne l'ai pas bien fait, mais c'est de voir en combien de mottes tu as... alors là, il est vraiment... on voit que le chevelu racinaire le tient bien, quoi. Et puis l'eau aussi va aider. Et normalement, en combien de mottes il se fissure. Et si tu as une
une structure. Donc là, on va dire que tu as classiquement une structure qui est fragile, mais qui reste poreuse. Alors là, l'un des avantages de sol, il n'y en a pas beaucoup, mais l'un des avantages, c'est qu'il sèche vite. Donc tu peux rapidement travailler dedans sans t'enfoncer. Ouais, ça, c'est vrai que c'est bien. Et le second avantage, c'est que tu as très peu de phénomènes de tassement sur du sol. Voilà, en gros, il pardonne beaucoup. Il va rester souple, si tu le... sans avoir besoin de recourir à des sous-solages, à des choses très agressives, il va rester souple. Voilà. Des compacteurs, tu vas pas beaucoup l'user, quoi. Ouais, non, c'est sûr que ça passe bien là. Donc, la fraise, ça va bien, quoi. Donc voilà, c'est les avantages d'un sol sableux. Voilà. Faut bien connaître un petit peu quand même. Sauf que c'est ce qu'ils ont autour de Nantes, sauf qu'en plus d'avoir une texture sableuse, ils ont une texture beaucoup de limon. Ah oui. Puisqu'ils sont à proximité de bords de Loire, etc. Donc du coup là, une capacité de stockage des nutriments bien plus importante. Ok, donc là ils ont double avantage. Une terre légère qui se travaille bien et qui est en plus nutritive. C'est le top pour le maraîchage. Le sable, maraîchage en conditions argileuses, tu te mets encore plus une balle dans le pied. Nous, où on était avant, c'était effectivement très argile. Mais pour le travail, c'était impossible, quoi. Enfin, c'est pas que c'était impossible, c'est que, en gros, tu pouvais travailler ta terre lorsqu'elle était humide, mais mécaniquement, c'était très compliqué parce que l'argile s'agrégeait dans les fraises. Tu finissais avec de grosses barbes à papa sur ton motoculteur, ça faisait plus rien, quoi, tu vois. Ça faisait plus rien du tout. Et quand arrivait l'été, très grosse chaleur, là, pour le coup, ça devient de la pierre. Tu fais plus la différence entre une motte de terre et un caillou, tellement c'est dur. Et c'est un truc de fou, quoi. Et là, alors du coup, nous, on n'était pas non plus des spécialistes du potager, mais on faisait un peu de couverture du sol avec du paillage, ce qui permettait de conserver une humidité, donc quand même d'avoir un sol qui restait encore un petit peu souple, quoi. Parce que sinon, c'était comme je te dis, du caillou, quoi. Alors là, séchant ou à l'argile, c'est le pire. Waouh. Ah ouais, l'argile, non, concrètement, Que là, même en séchant, tu resteras toujours souple. Voilà, tu seras sec, mais tu auras toujours... Parce que ce qui est important pour les racines, c'est certes que tu aies de l'eau, mais que tu aies aussi de l'air dans ton sol. Donc tu as ce qu'on appelle des microporosités et des macroporosités qui viennent à la fois stocker de l'air et de l'eau. D'accord. Et qui permettent à tes racines de respirer, parce qu'une racine respire. D'accord. Alors concrètement, il n'y a pas tant de régions que ça, en fait, qui peuvent se targuer d'avoir une terre qui soit extraordinaire, quoi. Je veux dire, on a les plaines de la Limagne, tu as parlé de Nanterre. Qu'est-ce qu'il y a en fait comme région en fait en France qui est vraiment propice, on va dire, au maraîchage ou aux cultures, on va dire, quoi. Alors, t'as pas vraiment de région en France. On a la chance d'avoir quand même des terroirs et des typologies de sol assez variées pour qu'on trouve à peu près tout type de... Parce que on va dire, c'est pas toute la Haute-Loire qui serait défavorable au maraîchage. C'est des bords de Loire ou même des fonds de vallon qui ont reçu des éboulements successifs pendant plusieurs milliers d'années, peuvent avoir des sols profonds et bons pour la culture maraîchère. Ouais, donc concrètement, c'est quand même hyper important de faire appel à vous pour que vous fassiez ces tests-là et que vous disiez à la personne qui envisage de s'installer, ça peut être bon, ça peut être vraiment casse-gueule. Voilà. Là, concrètement... c'est casse-gueule. C'est casse-gueule, oui et non. Si tu as la ressource en eau, c'est bien plus simple de gérer ça que de gérer un sol argileux. Ouais. Parce que si en face, c'est sûr que si après tu te diriges vers de l'engrais organique, donc uniquement de l'apport de fumier, sans avoir recours à, comme je disais, de la vinasse de betterave ou ce genre de choses, tu te complexifies la tâche parce que vu que tu as un sol qui est pauvre en nutriments et qui a tendance à les perdre vite, si ton pilotage de la fertilisation il est je fais un apport et ensuite c'est Inch'Allah la vie microbienne qui me libère comme ça peut, et tu vas avoir des phénomènes de carence et beaucoup plus importants. Mais si derrière tu as vinasse de betterave sans sécher, poudre d'os qui te permettent de venir rectifier des éventuelles carences rapidement, tu as à la fois, si tu as de l'eau à disposition, tu gères ton eau, donc tu as un sol qui sèche vite, qui te limite les effets d'asphyxie, les effets de pourrissement des racines, qui te limite tout un tas quand même de maladies. Tu as un sol qui se réchauffe vite aussi, donc qui est plus propice aux cultures au départ. Alors là, tu as le phénomène de l'altitude qui vient te contraindre un peu, mais sur des sols sableux, tu te réchauffes bien plus vite, donc tu peux démarrer la saison bien plus tôt. Et donc, on va dire, si à la fois tu te facilites la vie sur l'eau, tu te facilites la vie sur la fertilisation, c'est un sol qui se manie quand même assez bien. D'accord, et qui pardonne beaucoup plus
qu'un sol argileux. Ouais. Dans le sens où si tu fais une erreur de culture ou de préparation de sol, etc., tu es moins embêté qu'avec un mauvais labour sur un sol argileux. Tu te le traînes toute la saison. Un mauvais labour sur un sol sableux, ça passe. Ça s'attrape. D'accord, ok, ça marche, ok, très bien. Voilà. Après, tu voulais passer à quoi comme type de test après cette première observation? Et ben, comme je te disais, ce qui pourrait être intéressant, mais ce que on va pas faire aujourd'hui, c'est de faire un test de pH. Ouais. Donc moi j'ai la petite machine comme ça parce que c'est pas moi qui l'ai payé. Mais si, voilà, c'est quand même un petit bijou de technologie. Donc il y a les bandelettes qui se présentent comme les bandelettes de test azote, des bandelettes pH là, qui peuvent être pas mal. Ouais. Donc de faire un mélange entre guillemets, de sélectionner une dizaine de prélèvements de sol, à peu près toujours à la même profondeur, et de venir faire une solution de sol en mettant moitié de... Alors c'est 25, par exemple, tu mets 25 grammes de terre pour 50 grammes d'eau. Okay. C'est le mélange, et derrière de venir trempler une bandelette de test pH pour connaître avec le une pH colorimétrique colorimétrique en fait. On a déjà fait ça en physique-chimie version 5e. Ça doit... Et l'idée, c'est de savoir si tu te situes dans la fourchette 6-7 ou si tu es plutôt en dessous. D'accord. Et du coup, d'avoir une idée de la correction que tu fais. Ok. Et tu peux avoir la même chose. Moi, ça, c'est aussi quelque chose qu'on fait en règle générale. Bon, là, c'est pareil. Vu les pluies, c'est compliqué. Enfin, l'eau va avoir tamponné beaucoup et fait lessiver l'azote qui aurait pu se libérer. C'est le test nitrate. Donc, pareil, ça se présente sous la forme de petites bandelettes, comme ça. Le pot de 100 bandelettes coûte une vingtaine d'euros. Voilà. Et si ça veut bien s'ouvrir. Donc tu as une petite bandelette avec deux. Donc là tu fais un mélange moitié eau, moitié sol. Tu vas avoir une première, alors je sais pas comment on dit, une pastille là, qui va se teinter, mais c'est le contrôle pour vérifier que la bandelette n'est pas périmée. Et c'est celle-là qu'il faut lire, qui va virer plus ou moins violet en fonction de la quantité de nitrate qui est présent dans la solution de sol. Et ça vient de déterminer derrière, en fonction de l'échelle colorimétrique, un niveau de nitrate en solution. Donc c'est-à-dire c'est le niveau de nitrate que ton sol libère à l'instant T. Et du coup ça te permet de voir si déjà la vie de ton sol est réveillée, si la fourniture d'azote de ton sol serait suffisante pour une culture ou pas. D'accord, ok. Voilà. Donc c'est bien de le faire en prévision, d'installer une culture, savoir si tu dois amender, cours de culture aussi. Et en cours de culture, savoir où ça en est. Parce que l'idée, c'est parce qu'un test nitrate tout seul comme ça n'a pas forcément d'intérêt. Il faut l'ajouter à des fiches comme ça. Donc je sors mes petites fiches qui vont mettre en rapport un stade de culture. Donc là, typiquement, par exemple sur de l'ail, un stade de culture. Donc les flèches noires, c'est les moments où les tests sont à réaliser. Et en fonction de la valeur que ton test te donne et du stade de la culture, et ben ça te dit des éventuels apports en unités d'azote, donc en kilos d'azote par hectare. Et après, c'est à raisonner en fonction de l'engrais que tu as et de la teneur en azote de ton engrais. Derrière les apports qu'il faut éventuellement faire pour corriger. Sachant que tu vois, plus ton ail va grandir et le stade où il est le plus demandeur en azote, c'est le stade de bulbification. Donc là, tu as vraiment des apports qui doivent être conséquents pour avoir un bon rendement derrière. Et on voit que derrière, ensuite, il ne faut absolument pas d'apport. Quand tu es en phase de maturation, séchage, tu peux déclencher des maladies bactériennes et fongiques si à ce moment-là, tu as des excès d'azote. D'accord, ok, ça marche. Voilà. Et donc là, après, la préconisation du produit, du type d'engrais, on va dire, ça peut être plein de choses différentes, quoi. Oui, faut juste connaître souvent les engrais que tu peux acheter dans le commerce, etc. Il y a la nomenclature NPK. Donc tu peux avoir t'as la quantité d'azote, la quantité de potasse, la quantité de phosphore qu'il y a en pourcentage de ta matière. Et donc derrière, pour apporter, mettons que tu sois un engrais qui est 10% d'azote, tu sais qu'en apportant 1 kg de cet engrais par hectare, tu apportes 100 g d'azote. Donc pour apporter 10 kg d'azote, il faut que tu apportes 100 kg d'engrais hectare. Oh, d'accord. Donc ça, c'est dans le cas où on travaillerait avec des produits de synthèse qui sont bien dosés, etc. Mais si je voulais faire ça, la même chose, le même travail d'ajout d'azote, mais avec des produits naturels.
Comment je fais? Alors oui et non, c'est pas des produits de synthèse, c'est des Ah ouais. produits du commerce. C'est-à-dire que par exemple, il y a beaucoup de maraîchers bio qui travaillent avec ce qu'on appelle des bouchons. C'est du fumier compressé sous forme de petits granulés, Ouais, comme ok. du granulé de bois. Ok. Et là-dedans, puisque c'est un produit commercialisé, tu as des valeurs comme tu pourrais les avoir sur un engrais D'accord. Mais conventionnel. moi, ça me va voilà. pas parce que c'est pas encore assez naturel. Tu comprends? Parce que là, tu vois, il y a des chiffres, il y a des stats et tout, c'est pas très nature, quoi. Je peux pas le faire, genre... non, Eh ben, sinon il, après... il faut faire ce qu'on appelle une... Alors non, parce qu'il faudra toujours avoir des chiffres, Ouais. mais ton fumier, tu peux le faire analyser. Donc Ouais. c'est ce qu'on appelle une analyse d'effluent. Ouais, mais c'est toujours pas assez naturel pour moi. Donc tu fais un prélèvement, Non, je sais pas. ou sinon tu pilotes à l'aveugle. Hein. Voilà. Mais vu ton Ça, c'est contexte bien. de sol, tu peux pas te mettre, tu peux pas Ouais. trop te permettre d'avoir Voilà. un pilotage à l'aveugle de D'accord. 100%. Ouais. Ok. Ah bon, je peux pas laisser la nature faire, quoi, du coup. Bon, Parce que si tu laisses la nature faire, ton sol il devient moins propice pour tes cultures. oui, je comprends bien. D'accord. Non, non, mais c'est, tu vois, je vais forcer sur le naturel, tu vois. Non mais oui, Tu vois. je pas de soucis. Mais voilà, non, c'est à un moment donné, si tu veux comprendre ce que tu fais, il faut y mettre des chiffres. Bien sûr, ouais, je comprends très bien. Mais, C'est Antoine le polémiste qui va être content là. Être là, oh, ouais, trop bien les chiffres. et à la fin, ça aussi, ça peut être pas mal. Alors ça peut se présenter sous différentes façons, hein, mais c'est un thermomètre de sol. De sol. De sol, voilà. ouais. Oui, Non. non, ça serait un Ouais, peu douloureux. non, mais putain, on n'avait pas prévu ça. Hein. Moi, je viens. Tu m'as dit quoi, mec? On va savoir la température d'un Alexis. Ouais, je suis chaud, moi, t'inquiète. Donc, parce que par exemple, si tu veux planter des pommes de terre, donc là, bon, il est en train de nous mesurer l'air, donc il fait 8 degrés. Ok. Mais une patate, il faut que dans les 10 premiers centimètres de profondeur, pour garantir une bonne pousse du plant quand tu le plantes, il faut que tu aies un sol réchauffé à au moins 10 degrés. D'accord, ok. Donc là, par exemple, si on place, alors sachant qu'il a fait chaud les jours précédents, et que voilà, donc on va être, je sais pas sur combien on va être. Bon, on est froid. Hein. Ouais, on est encore froid. Bah, là, il y a la Après, il y a la qui neige joué, aussi, voilà, ouais. qui a joué, hein. Là, clairement, mais voilà, on est sur. Là, faut pas planter tes patates. Ouais, là, c'est mort. Là, il est urgent d'attendre. D'accord, ok. De toute façon, il faut que tout risque de geler soit C'est ça. écarté. Soit passé, donc, hein. voilà. Et ça, c'est intéressant, parce que j'imagine que c'est pas un outil extrêmement cher. Ça coûte 35 €. Ouais, ok, ouais, on a moyen, je pense, de trouver encore un petit peu moins cher. Mais Oui, du coup, oui, ça parce peut que être, c'est. ça la peut être marque, hein. intéressant, comme ça, au moins, t'es sûr de faire du bon boulot au bon moment. Voilà, c'est pas. Par exemple, les températures pour plantation de courges, c'est entre 12 et 15 degrés. D'accord, ok. Le sol doit être en... Alors après, on peut aussi tricher avec de la bâche. Moi, c'est ce que je fais pas mal avec les courges, justement. En mettant, tu sais, la bâche d'ensilage, ça permet de réchauffer aussi un peu plus le sol. Oui. Peut-être de mettre un peu plus tôt, du coup. Eh ben, c'est à contrôler à avec contrôler avec ça. ça. Mais c'est vrai qu'avec une bâche, tu augmentes ton réchauffement de sol plus vite, quoi. Ouais. Bah, il y a des maraîchers là justement, j'avais vu qui utilisent le principe de solarisation, c'est-à-dire en mettant justement des bâches au sol pour réchauffer le sol rapidement en fait. Alors, solarisation, Je crois que c'est ça, je sais pas, peut-être pas le nom. solarisation, non, c'est une technique Non, c'est pas ça. c'est une technique d'élimination de maladies ou de mauvaises herbes dans le sol. D'accord, L'idée donc de c'est la encore différent. solarisation, c'est, alors ça peut, dans nos régions, il fait pas assez chaud en plein champ pour le faire en plein champ, mais ça peut très bien se faire sous serre. En fait, l'idée, c'est ta serre, tu vas rien cultiver pendant l'été, tu gorges ton sol d'eau, tu recouvres d'une bâche d'ensilage bien noire. Le soleil va venir taper dans ta serre et taper sur ta bâche. Ton sol va monter à une 60aine de degrés. Tu tues toutes les graines, et tu quoi. tues tout le monde, ouais. Ok. Alors tu tues tout le monde, bon Ah comme ouais. mauvais. Ah ouais, Mais par contre, tu pasteurises ton sol dans le sens où les maladies du sol, les maladies fongiques, les éventuelles bactérioses, etc. sont détruites. D'accord, on fait ça dans quel cas? Peut-être quand on a eu une grosse épidémie de mildiou, des trucs comme ça, pour essayer de... Non? Ben oui, ça peut. Ou quand on a moi, pas mal de maraîchers le font. Alors c'est surtout des maraîchers qui ont des cultures d'hiver, voilà, parce que dès lors qu'on se met à vouloir faire des tomates, des machins, c'est plutôt la course à la serre, qu'on n'a jamais assez de surface en serre. Donc c'est compliqué de laisser une serre disponible pendant tout l'été, parce que c'est au moins 40 jours en plein été qu'il faut la laisser. Donc compliqué, mais c'est vrai que ça peut être intéressant si tu as des espèces qui reviennent régulièrement. Moi, il y a des maraîchers qui le font parce que ils reviennent très souvent en salade, très souvent en radis dans leur serre. D'accord, ok. Voilà. Donc vu qu'ils n'ont pas la possibilité de faire des rotations énormes dans leur serre,
pour éviter l'accumulation de pathogènes et de se retrouver avec des problèmes incommensurables. Ils font ça. D'accord, ok, non, parce que moi je pensais avoir vu ça, j'ai dû me tromper, mais je pensais avoir vu cette technique pour préchauffer le sol avant la culture des tomates, mais je me suis peut-être trompé, mais bon. Ben, tu peux l'utiliser comme ça aussi, tu fais monter ton sol en température, mais t'as pas besoin de le laisser aussi longtemps et de faire monter ton sol aussi haut en température, parce que s'il est à 60 degrés et que tu plantes les tomates dedans, elles vont faire la gueule. Ouais, bien sûr, ok. Mais là où tu peux gagner aussi en précocité, il y a des systèmes qui se développent de tubes remplis d'eau, qui viennent du coup, c'est du tube un peu souple, que tu viens remplir d'eau, que tu mets au pied de des tomates. Non, c'est pas des Zoya, c'est du plastique, hein, c'est pas de la terre cuite, mais tu les remplis d'eau et c'est vraiment juste posé sur le sol, et en fait le rayonnement solaire va venir faire réchauffer cette eau, et le fait que ce soit l'inertie de cette eau un peu réchauffée va venir maintenir le plant à quelques degrés au-dessus de la vraie température. Donc c'est une solution de chauffage low-tech un peu, pour éviter d'avoir à chauffer une serre ou etc. Ça te fait gagner, certains maraîchers avaient gagné 2 semaines de précocité sur les tomates. C'est pas rien. Donc voilà, comme je disais, l'intérêt c'est d'arriver avant les particuliers. Si tu gagnes 2 semaines, t'es pas mal. Carrément. Ok. Il y avait autre chose après à voir ou pas? Ce que je pouvais présenter aussi, si vous avez, mais là on ne le verra pas trop sur des sols comme ça détrempés, mais c'est un petit outil comme ça qu'on appelle une gouge, qui peut être vraiment très pratique. Alors ça se fabrique très bien pour quelqu'un qui sera un peu bricoleur, un peu soudeur. Voilà, il n'y a pas besoin de l'acheter déjà toute faite, mais l'idée c'est de faire une carotte de terre d'une 30aine de centimètres de profondeur pour avoir une idée de la répartition de l'humidité dans ton sol. Alors là, on va pas voir grand chose parce que ce sera mouillé partout. Mais l'idée, c'est quand tu fais des arrosages, comme je disais, quand tu fais des arrosages, pour savoir si ta dose ou ta fréquence sont suffisantes. C'est-à-dire si tu apportes assez, mais pas assez souvent, ou si tu apportes trop, pas assez souvent, etc. Pour pouvoir discriminer en fonction d'à quel point ton humidité est présente en profondeur ou en surface. Par exemple, si tu as une humidité qui est plutôt en surface et que c'est sec en profondeur, ça va plutôt être que tu apportes souvent, peut-être trop souvent, mais pas assez. Si c'est détrempé en profondeur, c'est détrempé en surface, c'est qu'en profondeur. Et l'inverse, ça serait que tu apportes beaucoup, mais pas assez souvent. Ok, voilà. J'ai compris. Donc, donc ça te permet, sans dire de rentrer dans des calculs scientifiques, mais voilà, tu viens dans ton sol, alors là on n'est pas sur une partie travaillée, mais tu viens comme ça. Voilà, ok. D'avoir une idée de la couleur. Alors après ça se fait à l'œil, hein, il faut un temps d'adaptation de à quelle est la couleur de ton sol quand il est sec et quelle est la couleur de ton sol quand il est juste frais. Voilà. Et ça te permet aussi de voir si tu as des excès d'arrosage, si ton sol est vraiment trop détrempé, ou etc. Donc ça te permet, c'est un petit outil qui est, on va dire, assez facile à mettre donc en œuvre. Un maraîcher, il lui est conseillé de faire ses analyses, on va dire, de manière assez régulière. Je veux dire, il fait ça de manière toutes les semaines, tous les jours, genre il se fait un parcours comme ça où il fait ses relevés, température, etc. Ça se passe comment ils s'organisent les mecs? Parce que là, quand même, ça fait pas mal de choses et tout, donc qu'ils soient alertes quand même les mecs, quoi. Ah bah de toute façon, pour les analyses de sol, pour avoir une idée des concentrations en phosphore, en potasse de ton sol, etc., ça faut avoir recours à un laboratoire. Tu peux avoir une idée, comme je disais, avec des bandelettes nitrates, mais tu as vraiment une photographie à l'instant T. Ça, on préconise une analyse par parcelle à renouveler tous les 3 ans à peu près. Donc voilà, on va dire une analyse par hectare à renouveler tous les 3 ans. Donc ça, c'est fait par un laboratoire. Ça coûte, en fonction de ce que tu demandes, entre 50 et 80 euros. Et derrière, après, tout ce qui va être gestion quotidien, ça, en période d'irrigation, c'est tous les jours. Tous les jours. À aller regarder, mais ça se fait avec le tour des cultures, quoi. Tu vas voir si globalement il n'y a pas de problème, et puis tu plantes la gouge dans la terre, tu regardes. Et pour ce qui va être mesure de pH, ça se fait uniquement au moment où, si tu veux contrôler qu'il y a besoin d'un cholage ou pas, mais l'analyse de sol te le donne, ton pH. Et pour la mesure de la température du sol, c'est au moment des plantations. Au moment des plantations, d'accord, donc faut quand même... non, mais c'est vachement intéressant tout ça, c'est vraiment très intéressant. Ce qui peut être intéressant aussi à faire, donc là j'ai juste montré le test bêche, mais c'est ce qu'on appelle le profil de sol. Alors ça a de l'intérêt
pour bien comprendre les fonctionnements de son sol, mais là c'est carrément de venir creuser une fosse J'ai d'environ déjà 1 vu mètre de ça. profondeur. Et derrière, eh ben, on va dire, il faut prendre une demi-journée pour venir quadriller le profil cultural, regarder les horizons qui sont colonisés par les racines, éventuellement s'il y a des remontées, parce que l'un des problèmes de ce type de sol, et je ne l'ai pas indiqué, c'est que comme tu es sur du gneiss et du granit, il peut y avoir des remontées d'aluminium Ok. qui se font par fractionnement de la roche complètement naturellement. Mais le souci, c'est que j'ai un petit diagramme qui l'illustre bien. Le problème de l'acidification, c'est pas que un problème de vie microbienne, etc., qui va mal se passer dans le sol, mais c'est aussi... Attends, je vais y arriver, Vas-y, je vais la vas-y, trouver. Où est-ce qu'il est? Je sais pas si il est là. Voilà. L'idée, c'est qu'en fait, tu as pour chaque, on va dire, grande famille d'éléments minéraux qui sont présents dans le sol, tu as des caractéristiques de solubilisation, en fait, leur capacité à aller dans l'eau. D'accord. Donc on considère qu'entre 6 et 7, on est sur la plage optimale, parce que tu as l'essentiel des éléments qui sont disponibles dans le sol à des concentrations suffisantes pour les cultures. Okay. Tu vois que dès que tu t'achemines vers de l'acide, le fer se met à devenir extrêmement soluble dans l'eau. Tu vas avoir des gros relargages de fer dans l'eau, donc des toxicités ferreuses avec des phénomènes d'excès de fer sur les cultures, et également l'aluminium, qui n'est pas du tout soluble dans l'eau si tu es au-dessus de 5,5. Dès que tu descends en dessous de 5,5, l'aluminium se met à être soluble dans l'eau, et donc à induire des toxicités aluminiques, ce qu'on appelle. D'accord, ok. Et surtout dans des sols comme les tiens, enfin comme le vôtre, Moi, j'ai tout gagné. où vous avez de l'aluminium à blinde. Donc il ne faut pas descendre en dessous de 5,5, c'est ça qu'il faut dire. Sinon, tu as des phénomènes de toxicité. Ouais. Donc encore une fois, c'est là qu'il faut faire attention au pH de son sol, à faire le chaulage s'il y a nécessité, enfin de ramener ce que tu disais, calcaire, chaud, pour arriver donc à un pH qui soit plus élevé que 4,5 et donc pas avoir ce problème d'aluminium. Okay. Voilà. Ok, donc ouais, c'est super important en fait. Hein. Vraiment. Hein. Et jamais corriger le pH de plus d'1 point par an. Ah ouais. Sinon, tu peux pas dire vas-y je mets tout bien. Bah, c'est ce que tu peux faire avec de la chaux vive, mais là on va dire que la vie du sol il reste plus grand chose derrière. Voilà. Donc c'est pour ça que moi je suis pas du tout partisan de ce genre de choses, parce que tu massacres un peu, et surtout en contexte de sol fragile, t'as pas du tout envie que ta vie microbienne disparaisse, sinon c'est ton sol qui part avec aussi. Bien sûr. Donc voilà, l'idée c'est de corriger d'au maximum 1 point de pH, donc ça peut être très long à remonter un sol de pH, hein. C'est l'affaire de plusieurs années, 3, 4, 5 ans, avant d'arriver à des pH satisfaisants. Ok. Ok. On a fait à peu près le tour. Enfin bon, le tour, je pense que non, mais on aura dit quelques petites choses. Tu voyais quelque chose à rajouter peut-être? Qu'est-ce que je pourrais raconter? Moi j'ai pas de... Si éventuellement si vous avez la possibilité d'avoir accès à des données météo sur le... Alors c'est difficilement accessible, mais sur de l'ETP, c'est l'évapotranspiration. Donc c'est un calcul qui se fait sur la base d'un modèle informatique qui en gros combine à la fois les données de vent, de température, et en gros ça mesure on peut le résumer, c'est la demande climatique, c'est-à-dire la capacité de l'atmosphère à aspirer l'eau de ton sol. Okay. Donc du coup, c'est ce que je disais pour la gestion de l'irrigation, c'est pas mal d'avoir cette donnée-là à disposition, parce que tu sais que globalement, la plupart des stations Météo France la donnent, mais en général, soit elle est payante sur certaines stations Météo France, soit elle est en accès mais différée, tu l'as que la semaine d'après, tu as celle de la semaine d'avant, il faut payer pour avoir la semaine en cours. Donc voilà. Mais tu peux te donner déjà un ordre d'idée de, par exemple en période chaude, combien d'eau s'évapore de ton sol par jour. Et derrière, ça te dit combien il faut que tu apportes pour compenser s'il n'y a pas la pluie en face. Ça marche. Alors, on a parlé pas mal technique. Est-ce que, on a parlé aussi tout à l'heure formation, donc est-ce qu'il y a des formations justement qui permettent de revenir un petit peu sur tous ces éléments-là pour en avoir une meilleure maîtrise? Est-ce que donc il y a ce type de formation? Et ben après, il faut aller voir tous les catalogues de formation alors il y a pas que les chambres qui proposent des formations agricoles, hein. On peut citer tous les
les groupements d'agriculture biologique, ce genre de choses qui ont des fois des thématiques un peu plus axées bio. Mais voilà, les agriculteurs biologiques peuvent tout à fait venir faire des formations chambres. On parle de sujets voilà, quand on parle pénibilité, quand on parle gestion de la vie du sol, voilà, c'est des thèmes transverses. Ça ne concerne pas forcément que les conventionnels. Et oui, il y a un panel de formations qu'on peut se faire financer soit via des fonds professionnels, soit via le compte personnel formation. C'est ce que tu m'expliquais tout à l'heure, c'est qu'en étant professionnel, justement, au minimum cotisant solidaire, on a accès justement à ce panel de formation et puis à des prix qui sont tout à fait abordables, quoi. En fait, il y a une prise en charge. En tant que professionnel, il y a des cotisations qui du coup vont dans un fonds de financement de formation et qui permettent de prendre en charge une grosse partie du coût d'une formation. Donc ça revient vraiment pas cher. À un moins cher qu'une semaine de formation en permaculture probablement. Souvent parce qu'ils font pas le dépôt pour que ces formations soient acceptées. Voilà, il faut quand même que l'organisme de formation soit accrédité. Pour que ces Donc déjà, si vous savez qu'il y a, alors le nom c'est Vivea, si vous savez que votre formation elle est financée Vivea, c'est déjà un gage de sérieux et de qualité de l'organisme de formation, c'est-à-dire qu'il a été accrédité, et du formateur. Voilà. Parce qu'il faut savoir, pour avoir ce financement-là, il faut quand même que l'organisme de formation apporte des garanties sur le contenu, sur la qualité des interventions, etc. Donc voilà, on n'est pas... On est quand même sur quelque chose de sérieux, quoi. Ok, ça marche. Bon, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Écoute, moi je pense, oui, j'ai dit tout ce que je pensais dire. Ok, écoute, moi j'hésiterai pas à te passer un coup de téléphone. C'est la merde. Pas de soucis. Allô, c'est la merde. Non, mais nous, on a encore pas mal de travail, comme je t'ai expliqué. Déjà, amener l'eau, avoir une bonne sécurité en apport d'eau. Après, on verra petit à petit. Pour l'instant, on fait un peu comme on peut, mais c'est sûr que on veillera justement à optimiser un petit peu les choses en faisant ces mesures et tout, parce que ce qu'on veut quand même, c'est récolter, quoi, c'est faire quelque chose d'optimal, c'est la volonté aussi quand même, hein. Moi voilà. il y a toujours, moi j'ai toujours un objectif, on va dire, un peu de performance. J'ai pas envie de me contenter de trucs foireux, quoi. Oui. Non mais ouais, c'est pour ça que j'avais très envie que tu viennes, c'était justement pour avoir des infos solides, quoi, et amorcer un vrai travail. Voilà. Il faut savoir que c'est des choses qui peuvent, on va dire, sur une échelle particulière, des fois c'est compliqué de rentabiliser les analyses de sol, les choses comme ça. Ça se raisonne plus à une échelle professionnelle, mais c'est vrai que pour être certain de ce qu'on fait et pour être certain de ne pas trop faire d'écart ou d'erreur, c'est bien d'avoir des indicateurs, quoi. Tout à fait. De ne pas être complètement à l'aveugle. Ok, écoute, merci beaucoup. Je pense qu'on fera cette vidéo en 2 parties, je pense. Hein. Parce que là, on en est... Ouais, il y a 2 heures ensemble, facile. Ok, on vous dit à la prochaine, les petits lapins. On espère que cette vidéo vous aura bien plu. N'hésitez pas à partager tout, parce que c'est quand même très fort de... Qu'est-ce qu'il y a? Faut que je me mette dans... Non, c'était que si tu veux... Ok, vas-y, vite fait, je fais ma tête, Donc n'hésitez pas à partager si vous avez trouvé que le contenu était intéressant. Il l'était, de toute façon, donc partagez. On vous dit à la prochaine. Ciao, bye.